Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller plus en détail dans l'analyse de l'événement de la semaine dernière, la collision entre un Sukhoi 27 et un MQ-9 Reaper, et non pas Predator. Je me suis trompé sur ma vidéo de jeudi dernier. Et je vais essayer, mon objectif, mon état final recherché, c'est de vous permettre de prendre un petit peu de recul pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux détecter les dangers de certains narratifs qui émergent. Narratifs, qui soient du côté ukrainien ou du côté pro-russe, qui servent à venir confirmer un biais de confirmation. Et un biais de confirmation, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner la définition. C'est la tendance instinctive de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause. Vous doutez bien que chez Débrief, quand on fait du débriefing, eh bien, c'est notre pire ennemi, ce biais de confirmation. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire prendre du recul, regarder un petit peu tout ça, et qu'on pose les crayons et qu'on essaye de voir ce que l'on peut faire dire à cet événement. Et surtout, dans le futur, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et spoiler alerte, mettre des missiles RR sur les drones Reaper, quand vous entendez ça, c'est clairement pas du tout une réflexion qui prend en compte la réalité de ce qu'est l'affrontement, la contestation, la compétition dans la troisième dimension, parce que c'est pas tout de se balader avec de l'armement. La vraie difficulté dans ce type d'événement, c'est les règles d'engagement, et nous allons en parler dans cette vidéo. Mais juste avant d'attaquer le jingle, notre partenaire sur cette vidéo, vous le connaissez, c'est NordVPN. NordVPN qui vous permet la téléportation. Si vous voulez vous téléporter à l'autre bout du monde, aller faire un tour en Amérique du Sud, eh bien c'est possible. Et quel avantage vous auriez à aller à l'autre bout du monde? Eh bien tout simplement, pourquoi pas, à pouvoir commander des billets d'avion, des nuits d'hôtel ou encore avoir accès à des services de streaming à des tarifs différents, aux tarifs locaux de l'Amérique du Sud, et pourquoi pas des catalogues de films différents également. Vous le savez sûrement si vous avez des services de streaming, eh bien en France, on n'a pas forcément accès à tout le catalogue. Si vous faites croire aux services de streaming que vous vous connectez depuis les États-Unis, vous aurez accès au catalogue régional et donc à beaucoup plus d'informations pour en plus sûrement un tarif moindre. À partir de là, NordVPN est votre meilleur allié pour vous téléporter de manière super éco-friendly. Et non seulement ils vont pouvoir vous aider à accéder à ce type de choses, mais en plus ils vont vous aider à protéger votre identité sur Internet grâce aux nombreux services qu'ils offrent. Je ne vais pas vous en dire plus, il y a une offre spéciale juste en dessous qui vous attend, suivez le lien et vous verrez, vous ne prenez absolument aucun risque. Pourquoi? Parce que c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté NordVPN et à prendre le contrôle de votre sécurité informatique. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Les victoires terrestres sont très difficiles à acquérir aujourd'hui et on revient effectivement à l'utilisation de l'arme aérienne sous toutes ses formes. Avec la livraison de ces avions, est-ce que désormais le conflit, est-ce que tout va se jouer dans le ciel ukrainien? Est-ce qu'on a les moyens de poursuivre ce bras de fer avec la Russie? Les événements de cette nuit sont un tournant. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Au programme de cette vidéo, différents chapitres, ça va aller très vite. Aujourd'hui, on va parler rapidement du Reaper et très rapidement du Sukhoi 27 que vous connaissez bien maintenant. Ensuite, un petit focus sur la définition des eaux internationales et du libre droit de circulation. Derrière, nous allons parler du voir et éviter, un concept dans l'aviation qui vous autorise, et accessoirement, à voler également sans transpondeur et des règles de priorité. Ensuite, nous allons nous poser la question de pourquoi vidanger du pétrole à côté ou sur un drone, et les dangers, ou pas. Derrière, nous allons parler de la protection des atouts aériens, donc la protection du drone, et l'éventuel envoi ou pas de renforts. Poser la question autour de mettre des armements RR, des AIM-9X, des missiles courte portée à ce drone, ou pas. Faut-il armer ces drones? Et ensuite, derrière, nous allons parler un petit peu de règles d'engagement, de légitime défense, avant de répondre aux principales questions, ou aux principales remarques que j'ai eues dans les commentaires sur ma vidéo précédente. Et on commence donc avec mon erreur sur la dernière vidéo, à savoir je vous ai dit que c'était un Predator. Excusez-moi, je devais sortir d'une séance cinéma d'un film mythique des années 90. Non, c'est un Reaper. Le Predator, c'est
première version. Après, derrière, vous avez le Reaper, premier vol en 2001, opérationnel à partir de 2007, plus de 300 fabriqués. On est quand même sur du 30 millions de dollars pièce, voire un petit peu plus. Certaines sources ouvertes là parlent de 3-4 millions. Non, je crois que c'est plutôt dans les 30 millions de dollars pièce. Le moteur, c'est un Garrett TPE, rien à voir avec la taille des entreprises. 331, les TPE 331, ça donne différentes puissances. Dans cette version-là, il va nous donner 950 chevaux, là où le Predator, c'était 115. C'est pas la même. Vous retrouvez des TPE sur des King Air, sur des Casa 212, même sur de l'Antonov 2 ou sur, par exemple, de l'Antonov 38. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le Reaper? Eh bien, il fait 4,7 tonnes en masse maximum au décollage, c'est quand même la moitié d'un super étendard. Il va croiser à 170 nœuds, il va pouvoir monter à plusieurs dizaines de milliers de pieds, mais surtout, il va pouvoir aller 3 fois plus vite et prendre 4 fois plus de charge utile que son prédécesseur, le Predator. Donc le Reaper, son objectif, c'est quoi? C'est faire du renseignement avec d'excellents système de boules optroniques. Également, si besoin, pouvoir traiter des cibles au sol avec des missiles, généralement du Hellfire, faire de la frappe ciblée, un véhicule, un groupe de personnes autour d'un feu de camp, ce genre de choses. Oui, des essais ont été faits pour l'armée en missiles RR, mais la problématique du Reaper, la problématique des drones de manière générale, c'est quoi? C'est leur conscience de la situation. Vous en doutez bien, il n'y a pas de pilote à bord, tout passe par des liaisons satellites. Vous avez donc cette boule qui tourne, qui permet à l'opérateur de se construire une situation de ce qui se passe autour. Il doit jouer avec ses zooms, zoomer in, zoomer out, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'a pas la même conscience de la situation qu'un pilote normal aurait à sa place. Et ça va jouer beaucoup dans tout ce qui est compétences et capacités en RR. Donc on peut augmenter sa conscience de la situation grâce à des liaisons de données, notamment s'il y a un avion radar dans le coin qui partage la situation générale. Mais dans tous les cas, il faut vraiment voir que ça va être un facteur un petit peu limitant pour permettre à l'opérateur de prendre les décisions au bon moment. Donc c'est pas un avion qui est fait pour, à l'heure actuelle, vraiment faire du combat aérien. Néanmoins, il pourrait, dans l'idéal, être utilisé comme tel. À savoir que le Reaper a déjà tiré du missile face à un avion irakien. Avion irakien qui l'avait engagé avec un missile, eh bien ça fait 1-0 pour l'avion irakien et le Reaper avait été détruit. Le Sukhoi 27, le flanqueur, on commence à le connaître. J'ai fait une petite erreur, c'était ma deuxième dans la vidéo de jeudi. C'est pas 4 missiles, mais 6 missiles qui l'emportent là dans cette vidéo. On a 4 missiles courte portée Fox 2 et 2 missiles plutôt Fox 1 moyenne portée. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Sukhoi 27? Ça peut voler à basse vitesse, mais à basse vitesse, ça va être un peu on the rocks, il va avoir tendance à brouter un petit peu comme ça. Néanmoins, point notable, on voit qu'il monte dans cette interception avec 6 missiles, ce qui est beaucoup. Là où on voyait tant de P vraiment avant, des interceptions avec moins de missiles généralement. On va parler un petit peu des eaux internationales. Je vous rappelle que c'est à 12 nautiques des côtes, à 21 km des côtes. C'est dur de bien géolocaliser où a lieu la scène. On voit au large la Crimée. Nous ne sommes donc pas à moins de 21 km de la Crimée, donc c'est dans les eaux internationales, c'est absolument légal, je répète, c'est absolument légal pour le drone d'être à cet endroit-là. Ça, c'est un point important. Ensuite, les règles de vol. Alors certains m'ont dit, ah bah oui, mais il a éteint son transpondeur. Vous avez le droit d'éteindre votre transpondeur, il n'y a absolument aucun souci, il est en dessous du niveau 180 en plus, c'est du voir et éviter. Pour faire très simple, il faut voir autour de soi et éviter, ce qui n'est pas forcément facile en drone. Il y a d'ailleurs maintenant des systèmes qui existent pour les drones qui ont vocation à faire de l'évitement automatique. Que nous dit la FAA, l'administration américaine, par rapport au voir et éviter? Je vais vous donner une petite citation. When weather conditions permit, donc quand les conditions météo le permettent, regardless of whether an operation is conducted under IFR or VFR, donc que ce soit des opérations qui se font au vol à vue ou au vol aux instruments, vigilance shall be maintained by each person. Donc la vigilance doit être maintenue par chaque personne operating an aircraft so as to see and avoid other aircraft. Chaque personne qui opère un aéronef doit maintenir sa vigilance afin de voir et d'éviter un autre aéronef. On est donc sur, on regarde dehors, on détecte une menace, on détecte un autre avion, on l'évite si besoin. When a rule gives right of way, quand une règle vous donne la priorité, eh bien en gros il faut suivre la priorité. Donc ça c'est ce que ça nous dit. Donc ça c'est un petit point important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le drone a droit de se balader à 10 000, apparemment c'était 10 000 pieds, 3 mètres d'altitude, à 12 nautiques en pleine mer, sans contacter personne, en se baladant là, c'est légal. Maintenant si les Russes ont décidé de créer une zone, qu'ils estiment une zone fermée, hermétique pour la guerre,
En fait, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas de vous empêcher de rentrer dans cette zone, tout comme au large de la France, on a des zones D, des zones dangereuses, où on dit aux gens, attention, c'est une zone d'entraînement militaire, si vous y rentrez, ça peut vous poser des soucis, mais rien ne vous empêche d'y rentrer. Maintenant, c'est un peu débile, mais rien ne vous empêche d'y entrer. Donc j'insiste là-dessus, les Russes peuvent déclarer ce qu'ils veulent, 21 km des côtes, à 22 km des côtes, le drone est dans son bon droit, il a le droit de se balader là, mais voir et éviter. Attention, donc il a cette responsabilité de voir et d'éviter le reste. Néanmoins, on va quand même parler vite fait parce que je vois déjà arriver les commentaires de certains. Qui est prioritaire quand vous avez un avion de chasse qui vous arrive par derrière? Eh bien, c'est le drone. Et oui, parce que quand on se fait doubler comme ça, eh bien c'est à l'avion de chasse normalement d'éviter. Donc si on regarde les règles voir et éviter, forcément c'est le Sukhoi qui est en tort. Donc pour le constat à l'amiable ou pas, eh ben, le droit aérien donne tort au Sukhoi, vous vous en doutez bien, mais je préfère enfoncer des portes ouvertes. J'ai dit ensuite que nous allions parler un petit peu du pétrole. Donc qu'est-ce que l'on sait sur ces interceptions? D'après les informations que j'ai trouvées, il y a eu 19 passes, et c'est la 19e passe qui a engendré l'abordage et la destruction d'une des hélices, ayant amené à la perte du drone. Sur 4 de ces passes, il y a eu vidange. Pourquoi est-ce que vous voulez vidanger? Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on peut vouloir vidanger pour gêner les optiques. Probabilité de chance de succès très très faible. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des systèmes un peu de nettoyage, mais surtout pour avoir pris du pétrole lors de ravitaillement sur ma vitre, sur le canopy, là, ça va vite partir. Ça peut être pour embêter, pour la maintenance. Après, il va falloir nettoyer l'avion, voilà, c'est de bonne guerre, ça peut embêter un petit peu. Il y a des théories qui se baladent pour dire qu'en fait, c'est une volonté de détruire le drone en créant une explosion dans son réacteur TPE-331 à cause de la saturation, si on peut dire, en pétrole. Alors, là on va un peu loin. Pourquoi on va un peu loin? Déjà, bon, il n'y a jamais eu de cas comme ça dans l'aviation, à ma connaissance. On ne voit pas non plus, c'est pas forcément quelque chose qui a été très intellectualisé, mais il y a eu de nombreux cas où on se retrouve avec du pétrole qui fuit. Moi j'ai beaucoup été ravitaillé, beaucoup été ravitailleur. Ça n'explose pas trop sans raison, faut être franc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Jet A1, pour prendre des choses concrètes, le pétrole, généralement, le type de kérosène qu'on utilise, il a un point d'auto-ignition pour le Jet A1 à 210 degrés. On a des retours d'expérience, comme par rapport à par exemple la fuite pour Air France qui s'est posée en Afrique suite à une fuite sur un de ses réacteurs, qui montrait que si la densité de pétrole est trop forte, eh ben, il n'y a pas d'auto-ignition. Dans certains cas, on peut avoir, mais il faut quand même aller chercher du 210 degrés. Toujours est-il, probabilité que ce soit ça l'état final recherché, se dire on va passer au-dessus du drone, on va larguer du pétrole, éventuellement on va mettre la PC pour essayer d'inflammer tout ça. Le F-111 était connu pour faire brûler son fuel derrière. J'ai jamais vu un Sukhoi 27 vers ça. Je pense pas qu'il puisse le faire du coup. Très peu probable. Et si votre objectif c'est de détruire le drone, il y a d'autres manières pour le faire. C'est pour ça que je ne pense pas que l'utilisation du pétrole à ce moment-là était intellectualisée comme un moyen pour détruire le drone, l'amener à faire de l'autocombustion. Ça fait juste penser à un épisode de South Park, tout ça. À partir de là, 19 passes. 4 avec le pétrole, ils n'ont pas utilisé le pétrole dès le début, d'après les sources que l'on connaît. Donc c'était vraiment du harassment, c'est comme ça qu'on appelle ça. On embête le drone autant que possible, on le gêne. Et l'autre point intéressant, on voit bien que pendant qu'il y a ces approches, le drone, pour garder sa conscience de la situation, regarde les avions et ne fait plus son travail peut-être de surveillance des bateaux. Donc c'est aussi un moyen pour détourner son attention et pour l'obliger à se focaliser sur autre chose. Donc vous avez vraiment cette volonté de nuire et il est quand même important de dire qu'il y a ce déplacement de la norme, déplacement de ce que les Russes jugent acceptable en termes d'agressivité vis-à-vis des avions occidentaux. Normalement une interception, vous venez, vous mettez à 150 mètres à côté et fin de l'affaire, vous surveillez. Les Russes sont connus pour s'approcher beaucoup plus, à quelques mètres. De là à commencer à faire ça, là on est sur quelque chose comme de très agressif, de très limite. Je ne pense pas qu'ils l'auraient fait avec un avion habité, ils sont déjà beaucoup rapprochés et autres d'avions habités. Ce qui nous amène vers le point suivant qui est très intéressant, pourquoi ce drone était ni protégé, ni n'a reçu de renfort. Qu'est-ce que je veux dire par renfort? S'ils ont fait 19 passes autour, ça a pris un certain bout de temps.
il n'y avait pas de volonté américaine d'envoyer des avions de chasse pour protéger ce drone. De base, il n'était pas protégé, et c'est une zone où il y a des tensions, puisque les Anglais maintenant, ils y vont avec une escorte aérienne. Qu'est-ce qui empêche les Américains d'avoir des avions de chasse en attente au milieu de la mer Noire, et dès qu'il y a un souci, d'envoyer les avions de chasse? Pourquoi est-ce que ça peut avoir un impact? En fait, ça peut avoir un impact parce que si vous détruisez le drone, le pilote russe ne sait pas comment l'avion de chasse qui l'escorte va réagir. Il y a chez les Américains ce qu'on appelle l'Extended Self-Defense. En 2017, j'en parle dans Au-delà de l'Ukraine. En 2017, par exemple, il y a un Sukhoi syrien qui a tiré sur des troupes au sol alliés aux Américains. Le pilote de F-18, encore une fois, c'est dedans. Et il a dit quoi? Il a dit, oula, ça c'est de l'Extended Self-Defense. Il a abattu le Sukhoi syrien. Il a dit, tu a détruit un de mes collègues, je te détruis. Et là, clairement, dans un cas comme ça, on pourrait se dire que s'il y avait un avion de chasse à côté, de manière immédiate et proportionnée, tu as détruit mon drone, je te détruis, eh bien ça pourrait monter en tension en termes d'escarmouche. Donc j'en arrive du coup à, est-ce qu'il faut armer le drone? Pas forcément. Si le drone est tout seul et que c'est lui qui va être la victime, l'armée ne fera que, éventuellement, donner des AIM-9X aux Russes si c'est eux les premiers qui repêchent le drone. Parce que ça va pas être facile de récupérer le drone pour les Américains. C'est pas impossible, il va falloir qu'ils se dépêchent. À partir de là, j'en arrive donc à cette notion de comment protéger ces drones. Vous protégez ces drones par d'autres drones avec de l'armement RR. Mais ça, encore une fois, on en est plus dans j'ai envie de dire, de la je peux pas le dire, dans du raisonnement intellectuel théorique, pas vraiment applicable dans la vraie vie. Seul vrai moyen pour protéger ces drones, à l'heure actuelle, avec ce qui marche, ce qui est opérationnel, c'est d'avoir de la patrouille de chasse dans la région avec un tanker, donc un avion, un ou plusieurs tankers, 2 chasseurs. Ça tourne, ça attend. Si les Russes décollent, eh ben on va escorter les Russes. Et tout ça est absolument légal. Et les Russes se disent, oula, là si je détruis le drone, je prends le risque bien que ça parte en conflit, en combat, escarmouche, qui ne partira pas en 3e guerre mondiale, qui partira en escarmouche localisée avec 1, 2 ou 3 avions détruits, et derrière, il n'y aura pas d'escalade derrière, ça se finira d'un peu de manière diplomatique, mais il y aura sûrement eu des morts à ce moment-là. C'est déjà arrivé par le passé, il y a de grandes chances que si ça continue comme ça se reproduise. Est-ce qu'on a avantage ou intérêt à ce que ça arrive? Probablement pas, j'ai presque envie de vous dire, même, en tout cas moi je pense pas. Les Américains ont l'air d'être du même avis, puisqu'ils ne protègent pas leurs drones, alors qu'ils savent très bien qu'ils se les font renifler, voire embêter depuis plusieurs mois. C'est donc sûrement dans une volonté de ne pas augmenter les tensions, de ne pas escalader, que les Américains laissent leurs drones sans protection. Maintenant, ça nous amène à un autre point de réflexion absolument extraordinaire, qui est celui de l'ouverture du champ des possibles grâce aux drones. Je m'explique. Vous pouvez être beaucoup plus agressif avec vos drones, beaucoup plus embêter un autre pays avec vos drones que ce que vous ne feriez avec des vols habités. Perdre un P-8, perdre un RC-135 va vous forcer à une certaine escalade quand même, parce que vous n'allez pas accepter la perte de 15 personnels alors qu'ils sont rentrés dedans par un Sukhoi. Perdre un drone, ok. Bon, il n'y a pas mort d'homme, on en parlait la dernière fois. Donc cette utilisation de drones, cette perte de drones sans réaction de la part des Américains, nous montre également que l'utilisation de cette technologie non habitée peut permettre à des pays de pousser beaucoup plus loin leur agressivité, tout en maintenant une relation apaisée, si je puis dire, une relation de temps de paix, une relation de compétition, de contestation, mais sans basculer dans le conflit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas mort d'homme, tout simplement. Donc avec l'avènement des drones, avec des projets en cours, avec de plus en plus de drones, avec des porte-drones en devenir également, on peut donc s'attendre à ce que les nations, tout en restant en phase de compétition, soient beaucoup plus agressives dans leur manière de collecter du renseignement ou de gêner d'autres nations, puisque à un moment où l'autre nation en a marre, la punition sera la perte de drones et non pas la perte de vie humaine. Donc je pense que cet événement mérite également d'être débriefé sous cet angle-là. On est en train de voir que la perte d'un drone fait maintenant partie du domaine de l'acceptable. J'en arrive donc à la légitime défense. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La définition de la légitime défense, c'est une réaction immédiate et proportionnée. Extended Self-Defense qui s'applique dans le cas d'une patrouille si le drone se fait détruire ou éperonner
par un autre avion. Un Américain pourrait peut-être dire, bah là, Extended Self-Defense, j'ouvre le feu. Nous avons eu des cas ces dernières années d'escarmouches aériennes. Je vous ai parlé de la Syrie. Il y a eu des tirs entre les Indiens et les Pakistanais. Encore une fois, je vous ai tout mis là-dedans. Mais le point important, c'est quoi? C'est de savoir que ça va rester, ça a vocation à rester sur des escarmouches locales. Il y a eu des interceptions dans le Pacifique où des pilotes chinois percutaient un P3. Le P3 s'est posé en urgence sur une île, sur une base chinoise. Le pilote chinois est décédé. On n'est pas parti sur la guerre contre la Chine. Vous avez eu également un pilote de Sukhoi 27 qui se met en patrouille à côté d'un autre P3 pendant la guerre froide en Europe du Nord. Le pilote du P3 manœuvre de manière abrupte son avion, ce qui amène le Sukhoi à taper au niveau des moteurs du P3. À ce moment-là, le pilote du Sukhoi n'était pas très content. La rumeur dit qu'il s'est mis devant la poste de pilotage du P3 et a mis un coup de vite, il a envoyé un peu de carburant avant de rentrer à la base. Le P3 de son côté est rentré, personne n'était mort. Donc on est toujours un peu dans ce niveau escarmouche et il ne faut pas avoir peur que ça dégénère en Troisième Guerre mondiale. Les Américains ont cette volonté à réduire la tension. Les Russes jouent de manière plus en plus agressive. Et ce qu'il faut bien observer, c'est ce déplacement de la norme d'acceptabilité qui est passé d'une patrouille à 150 mètres à maintenant perdre un drone une fois de temps en temps. Jusqu'où ce déplacement de la norme va-t-il aller? Comment peut-on arrêter ce déplacement de la norme? Comme je vous l'ai dit, ça coûte cher, en mettant des avions de chasse qui protègent ces atouts aériens. Je vais finir maintenant sur les différents points, les différentes questions, les différentes réflexions que j'ai pu voir un peu dans la vidéo. Certains me disent « Ah ben ils ont abattu le drone, c'est comme les Américains qui ont abattu les ballons chinois ». Absolument pas. Pourquoi? Ballon présumé chinois abattu par les Américains, c'est dans l'espace aérien américain, à l'intérieur des 12 nautiques des côtes, et en plus dans l'espace aérien contrôlé, où normalement vous êtes censé contrôler les Américains, c'est leur espace aérien chez eux national, donc ce n'est pas la même chose. D'un côté, on rentre dans votre propriété, c'est le cas du ballon chinois, de l'autre côté, on est en pleine mer, et même transpondeur éteint, c'est légal. Donc d'un côté, il y a le droit, de l'autre côté, il n'y a pas le droit. Certains mettent en avant le fait qu'en fait, ils sont très très forts les Russes et que c'était volontaire. Comme je vous l'ai dit, le fait qu'ils masquent le drone ne lui permet pas de bien affiner sa trajectoire. On ne peut donc pas dire que c'était piloté volontairement, c'est juste pas possible. Par contre, ça peut faire ressortir un manque d'entraînement possible. Donc ça peut être dû à la doctrine, ça peut être dû à la culture aéronautique dans cette unité, ça peut être dû aux capacités du pilote, mais ça peut être dû à une culture très différente de l'occidentale autour de la maîtrise des risques et des dommages collatéraux. Donc, faut pas oublier, ils ne sont peut-être pas à ce niveau-là de réflexion dans cette unité-là ou ce pilote-là, eh bien que quand vous prenez un avion, si vous ne rentrez pas avec votre avion en bon état, ça va impacter vos capacités de défense dans les prochains jours, voire dans les prochains mois. Dans la marine française, on a acheté 45 Rafale Marine, il y en a 4 qui ont été détruits, ça en fait plus que 41, on n'en a pas recommandé. Quand vous perdez des avions, même ça prend du temps à construire, vous impactez vos capacités de défense. Donc il ne faut pas oublier en tant qu'opérationnel, là le pilote de Sukhoi est dans son avion, il veut gêner le drone, son objectif macro, son état final recherché, c'est quand même la défense de sa nation. Si il détruit son Sukhoi par manque de détection de la vitesse relative quand il se rapproche du drone et qu'il touche, qu'il perd son avion lors de cette opération, ok, les Américains ils perdent un de leurs 300 drones, mais les Russes ils perdent un de leurs Sukhoi 27. Et ce Sukhoi 27 peut être amené à manquer à l'effort de défense dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc c'est pas du tout un bon calcul. Tout comme quand j'avais dit les Ukrainiens qui avec un MiG-29 ont abattu un drone suicide iranien, un Shahed 136, et qu'ils ont perdu l'avion de MiG-29 suite à cette interception. C'est quand même dommage, je pense qu'on est tous d'accord, de perdre un MiG-29 pour détruire un drone à 10 000 $. Maintenant, on peut également dire, les personnes qui n'est pas morte parce qu'elle a été sauvée par la destruction de ce drone, elle n'a peut-être pas le même avis. Je suis d'accord, mais ça c'est une question de point de vue, et à la guerre, il faut essayer de prendre le point de vue le plus haut possible, l'intérêt de la nation et donc la préservation des moyens. Donc il faut essayer en permanence de préserver le potentiel humain et le potentiel matériel. Pour ceux qui me disent qu'en fait depuis le début les Russes avaient prévu d'abattre le drone, j'ai envie de vous dire pourquoi faire 19 passes avant dans ce cas-là, c'est absolument pas cohérent. Surtout que comme on l'a vu, les drones américains ils ont leur petit œil et tout. Moi j'enverrai un avion devant assez loin,
pour peut-être attirer un petit peu le drone. J'en prendrai un autre avion derrière, sous un certain angle pour faire attention de ne pas abattre mon collègue, mais j'ouvrirai le feu avec un missile qui arriverait donc dans l'angle mort, si on peut dire, du senseur et détruirait le drone. Fin de l'affaire. C'est une méthode simple. Pourquoi je vous dis que c'est pas cohérent de dire que ils voulaient détruire le drone depuis le début? Parce que tu fais pas 19 passes, tu ne prends pas tout ce temps-là pour détruire un drone, tu as quand même une volonté de réduire ton time to kill, parce qu'après comme ça te permet de faire autre chose ou de te préparer si les Américains envoient des avions par exemple. Ils n'étaient pas à l'abri que les Américains envoient des avions de chasse, hein. Donc il fallait quand même se préparer un minimum, garder du pétrole pour ça. D'autres me disent c'est pas possible qu'ils touchent l'hélice sans toucher les commandes de vol à l'arrière. Regardez bien les images, vous voyez qu'il y a la distance. Cette distance c'est suffisante je pense pour éviter de tout arracher. Donc c'est vraiment un cas très particulier, mais honnêtement je n'y vois pas de souci. Le dernier point c'est par rapport à l'utilisation du pétrole hein, pour essayer de faire une boule de feu dans le moteur. N'oubliez pas que ce type d'avion et les moteurs et réacteurs de manière générale c'est quand même réfléchi pour pouvoir traverser des nuages avec de la grêle et autres. Ça veut donc dire qu'ils ont une capacité quand même à avaler de l'eau, à avaler une grosse densité, et donc vous n'allez pas les noyer avec ce pétrole là, c'est réfléchi pour, surtout que le pétrole se vaporise. On avait parlé de la 400M l'année dernière, qu'est-ce qu'on peut dire sur la 400M? On voit bien dans les images quand il largue de l'eau que très rapidement ça diffuse, on n'est pas sur une densité folle. Donc de là à atteindre le point d'auto-ignition, personnellement j'y crois pas, je l'ai jamais vu, mais si ça avait été la volonté dès le début, on en revient à ça, ils l'auraient fait dès la première passe et ils n'auraient pas attendu la 15e passe pour commencer à faire ça. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on a la réaction américaine très professionnelle et avec beaucoup de recul, c'est un gars qui a fait un peu n'importe quoi, on n'escalade pas, et je vous invite à prendre le même recul par rapport à tout ça, mais à continuer à regarder le type d'agressivité dont font preuve les Russes sur ces interceptions en haute mer, et voir cette fameuse norme dont je vous ai parlé, s'il continue de la déplacer vers de plus en plus d'agressivité. Parce qu'il y a un moment, les Américains sont obligés de réagir. Donc, ce déplacement de la norme, comme je vous ai dit, comment est-ce qu'on peut l'arrêter? En accompagnant les drones, les atouts aériens avec des avions de chasse, en faisant pression sur les Russes, en disant attention, légitime défense, étendue, on va peut-être t'abattre. Voilà mon analyse, ce que je pouvais vous livrer, le point de réflexion. Armer le drone à court terme ne va absolument rien apporter. Et si vous avez un doute, faites comme on a fait l'autre jour, faites un jeu de rôle. C'est parti. Vous êtes opérateur du drone. Vous êtes tranquillement en train de piloter votre drone. Il y a un avion russe qui passe. Il vous coupe la route. Super. Chef, il y a un avion russe qui m'a coupé la route. Très bien, continue ta mission. Il recommence, deuxième fois, un peu plus près. Troisième fois, un peu plus près. Et c'est quoi? À la quatrième fois, du coup, le chef, il vous dit « C'est bon, tu peux abattre le russe ». Qui est le méchant d'un point de vue du droit international? C'est vous l'agresseur dans ce cas-là. Les Américains ont cette droiture dans l'emploi qu'ils font de leurs forces dans ce conflit par proxy en particulier, qui est d'essayer, en tout cas pour ce qui est de l'arme aérienne, de ce que j'ai pu voir, de rester alignés au principe du droit international. Donc si c'est eux qui commencent à ouvrir le feu le premier, si à cause de passages trop rapprochés, j'ai trop agressif de la part des Américains, les Américains ouvrent le feu sur les Russes, il ne faudra pas s'étonner si les Américains sont jugés comme étant du mauvais côté de l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est très important, ils font très attention à ça. La légitime défense, attention, hein, c'est immédiate et proportionnée. Donc commencez à se dire, tiens, bah, si un avion de chasse ennemi vient à moins de 150 mètres de moi 3 fois de suite, j'ouvre le feu. C'est très très compliqué à défendre. C'est pour ça que moi je pense que c'est absolument pas réaliste à l'heure actuelle en Ukraine de mettre ça en œuvre. C'est plus des règles d'engagement en temps de guerre. Vous allez dire si l'adversaire vient à une certaine distance, j'ouvre le feu. Mais là, tant de contestation, tant de compétition en haute mer, ben c'est tout simplement d'essayer de passer en temps de guerre. Et là, c'est un autre sujet sur lequel eh bien, on n'ira pas aujourd'hui. Allez, fly safe.